Comment analyser une entreprise en bourse et être sûr de son choix? Étudier une entreprise pour savoir si on va investir dans son action est un cheminement long et qui peut paraître complexe. En même temps, rien d'étonnant vu la multitude d'informations nécessaires. Secteur, marché, ratio, état financier, bref, on peut vite se retrouver perdu. Par contre, si vous avez une bonne méthode étape par étape, les choses vont certes prendre un peu de temps, mais s'enchaîneront logiquement et de façon fluide. Et c'est ce que nous allons continuer à voir dans cette vidéo. Ah, et si je dis continuer, c'est que vous êtes sur le 2e épisode de cette série. Du coup, si vous n'avez pas vu la première partie, faites-le avant de revenir ici. Après, vous êtes libre de votre choix. Alors, aujourd'hui, on va estimer comment une entreprise peut nous faire gagner de l'argent en regardant où elle se situe par rapport à ses concurrents. Du coup, on y va ? Allez, on y va ! Peut-être qu'après le premier épisode de cette série, tout vous a paru un peu flou. Rassurez-vous, c'est normal. Nous sommes partis du très général pour dresser un tableau précis, mais petite touche par petite touche. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1, 2, 3 Richesses. Je suis Lavoie, et avec mon partenaire et complice Le Cube... Salut tout le monde! Commençons donc par résumer l'épisode précédent, afin que les bases soient claires pour tous. Alors, on est parti du principe que pour faire une bonne analyse d'une entreprise, mieux vaut démarrer de la situation économique générale. Pour qualifier celle-ci, nous avons utilisé les cadrans de Charles Gave, croisant les facteurs d'inflation et de croissance. Oui, car un aperçu de la situation générale est une piste pour comprendre d'éventuelles faiblesses des fondamentaux d'une entreprise. Nous avons d'ailleurs suivi le même processus, mais sur la base des phases d'un cycle économique, pour qualifier également le marché sectoriel de la société qui nous intéresse. Par exemple, si la société Trucmuche a quelques faiblesses sur ses bénéfices, son chiffre d'affaires ou autre, et que l'on sait par ailleurs que l'économie globale et ou celle du secteur de Trucmuche sont dans une situation de crise, alors nous avons déjà des pistes pour expliquer les problèmes rencontrés par Trucmuche. Parallèlement à ça, nous avons vu comment définir le secteur et le sous-secteur de l'entreprise pour visualiser son activité et poser quelques jalons de compréhension de son marché sectoriel. Aujourd'hui, nous allons approfondir les données qualitatives en tenant compte des concurrents, puis en classant l'entreprise par rapport à la façon dont elle peut nous faire gagner de l'argent. Mais avant ça, si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous, ça vous évitera de rater ne serait-ce qu'un seul épisode. Bref, vous connaissez la manœuvre. Bon, il est temps de s'intéresser un peu plus directement à l'entreprise elle-même. Et là, l'un des premiers éléments à vérifier est sa position par rapport à ses concurrents. En d'autres termes, et comme disait William O'Neill, a-t-on affaire à un leader ou à un traînard ? En gros, c'est ça. Mais on va étendre notre étalon de mesure à 3 possibilités. Soit l'entreprise est leader de son marché, ce qui est un très bon point évidemment. Soit elle fait partie du lot de tête, des 3 aux 5 premiers en fonction de la concurrence. Soit elle est située dans le gros du peloton. Et en fonction, on peut également s'intéresser aux perspectives de changement de position. Tout à fait. Dans le même temps, il s'agit de relativiser cette donnée en fonction de la taille du marché lui-même. Il y a une nette différence entre tenir le rôle de leader sur le marché de l'automobile et être en tête d'un marché de niche. Mais il n'y a pas tout simplement un moyen rapide de catégoriser les entreprises entre elles ? Eh bien, effectivement, on peut utiliser la capitalisation boursière, qui représente la somme d'argent nécessaire pour acquérir toutes les actions d'une société à son cours actuel, le flottant. Donc, la capitalisation nous donne une idée de la taille du marché. Même si ce système reste imprécis, on est bien d'accord. Mais à partir de là, on peut comparer la capitalisation de notre prétendant avec celle de ses concurrents, afin de voir si elles sont dans le même ordre de grandeur ou pas. Personnellement, si la société qui m'intéresse n'est pas le leader, j'effectue toutes les comparaisons avec l'entreprise qui est un rang devant et celle un rang derrière. D'accord. On avance pas à pas et chaque information apporte une petite touche supplémentaire au tableau que l'on brosse. Tout à fait. Ensuite,
Je vais mettre en perspective la zone d'influence géographique de mon entreprise, c'est-à-dire les zones qu'elle dessert avec ses services ou ses produits, avec la taille géographique du marché lui-même. Oui, si le marché est mondial, mais que l'entreprise agit seulement sur une échelle nationale, c'est important de le savoir. Voilà. Et globalement, à ce stade, on commence à avoir une vision générale de la place de notre challenger par rapport à son environnement. Normalement, c'est à ce moment-là que je m'intéresse à l'éventuel avantage stratégique de l'entreprise. Mais comme on consacrera un épisode entier à ce fameux moat défini par Warren Buffett, on va maintenant analyser l'entreprise de l'intérieur. Value, croissance, rendement. En gros, ce sont les 3 grandes catégories d'actions avec leur façon de produire des gains. Pour autant, classer une société dans l'un de ces ensembles ne peut se faire qu'une fois l'étude réalisée. Et nous, à ce stade, on aimerait pouvoir déjà les classer, c'est ça ? Exact. Ou tout du moins, avoir une idée de la façon dont elles peuvent nous faire gagner de l'argent. Et c'est là qu'intervient Peter Lynch. Ah oui, on a fait une vidéo à son sujet. Il a une classification en 6 catégories, c'est ça ? C'est ça. Et l'étape précédente va nous servir car, pour le financier, le potentiel des actions d'une entreprise est corrélé à sa taille. De plus, plus la taille est importante, plus l'inertie de l'entreprise sera importante et moins le potentiel de croissance sera intéressant. En d'autres termes, plus c'est imposant et plus une grosse croissance est difficile à obtenir. En d'autres termes, c'est ça. Et Peter Lynch détermine ainsi 6 types d'entreprises offrant à la fois un certain niveau de rentabilité et un potentiel de croissance. Alors, on va trouver les valeurs à croissance lente, souvent des sociétés matures, sur des secteurs à faible volatilité et des barrières d'entrée importantes, ce qui assure leur stabilité. Elles sont reconnaissables par les généreux dividendes qu'elles offrent. La valeur à croissance lente croît à peu près au même rythme que le PIB. IBM se classe dans cette catégorie. Les piliers. Des valeurs sûres, souvent des mastodontes, leaders de leur secteur. Elles ressemblent aux précédentes, mais leur croissance est légèrement plus rapide, souvent un peu plus haute que le PIB. Le plus important est ici le prix d'achat pour ensuite pouvoir effectuer une plus-value. Donc à acheter lorsqu'elles sont sous-cotées. LVMH est considéré comme un pilier par exemple. Ensuite viennent les cycliques qui, comme leur nom l'indique, ont des performances qui augmentent et diminuent de façon régulière. Les secteurs de l'automobile ou de l'aéronautique sont composés majoritairement d'entreprises cycliques. Elles explosent souvent à la hausse à la fin des périodes de récession. Le timing d'achat est donc important. D'ailleurs, de nombreux investisseurs débutants les confondent avec des piliers. Ils les achètent donc très cher et le payent plus tard très cher aussi. Ah, mais je comprends maintenant l'importance de définir l'état de santé d'un marché sectoriel. Tout est lié. On passe maintenant au jeu d'actifs, plus complexe à repérer. Et pour cause. Ce sont des entreprises assises sur un trésor de guerre, mais dont le marché n'a pas encore estimé la valeur réelle. Et ce trésor de guerre est souvent composé d'actifs cachés. Un montant énorme de liquidités, des biens immobiliers, une clientèle fidèle à la marque. Oui, ici la patience est de mise puisqu'on attend que le marché découvre l'entreprise. C'est ça. 5e catégorie, les entreprises en redressement. Des sociétés sur le déclin, voire en train de mourir. Parmi elles se trouvent quelques rares élus qui renaîtront de leurs cendres. Cela a été le cas d'Apple dans les années 90 et plus récemment celui de Boeing. Enfin, on a les valeurs à croissance rapide, souvent des sociétés de petite taille, jeunes et avec des stratégies très agressives. Ces entreprises évoluent dans des secteurs en plein essor, mais peuvent également se trouver sur des secteurs matures qu'elles bouleversent complètement. Et c'est là qu'elles explosent les compteurs à la hausse. Mais ces entreprises, elles peuvent changer de catégorie parfois, non ? Bien sûr. D'ailleurs, il est aussi possible d'anticiper leur évolution future et ainsi avoir une idée du type de gain qu'elles offriront à plus ou moins long terme. Mais pour ça, il va falloir s'intéresser à la stratégie de l'entreprise et à son management. Ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette deuxième partie sur l'analyse qualitative des sociétés jusqu'à sa conclusion. La troisième partie sera consacrée à l'étude du management qui joue un rôle majeur sur les résultats d'une entreprise. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions et remarques dans les commentaires.
Et puis vous pouvez liker la vidéo, car ça nous fait toujours plaisir. Et la partager pour aider à sa diffusion. Un grand merci par avance. Parallèlement, si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer cloche et notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. Et dès que c'est fait, on peut se dire à bientôt pour l'épisode suivant. On dit ça ? Allez, on dit ça. La société Trucmuche ? Sérieusement ? T'as pas trouvé mieux comme exemple ? À un moment, j'ai eu l'idée de Le Cube Engineering Fundamental and International Company. T'en penses quoi ? Non mais finalement, société Trucmuche, c'est pas si mal.